Il y a un moment dans la vie de tout empire qui s'effondre, où ceux qui l'ont bâti cessent de faire semblant. Quand la propagande s'arrête, quand la mise en scène de la confiance se fissure, et quand les mots prononcés dans des salles fermées commencent à se répandre dans le monde sous une forme qu'on ne peut plus reprendre. Ce moment est arrivé en Iran, et il n'est pas venu d'un blogueur dissident caché derrière un réseau privé virtuel. Il n'est pas venu d'une figure de l'opposition qui diffuse depuis l'exil à Londres ou à Los Angeles. Il est venu de l'intérieur même du Parlement iranien, des hommes mêmes élus pour représenter la République islamique, qui se sont tenus au pupitre en séance officiellement et ont prononcé les mots que le régime a passé 40 ans à empêcher tout responsable iranien de dire à voix haute. La guerre est perdue. Pas exactement dans ces mots-là. Les gouvernements parlent rarement aussi clairement. Mais dans toutes les dimensions substantielles, lourdes de conséquences et indéniables par lesquelles le langage fonctionne dans la vie politique, c'est bien cela qui a été dit. Et les implications de ce qui a été dit, de ceux qui l'ont dit, de l'endroit où cela a été dit, et de ce que cela signifie pour les 45 millions de personnes piégées dans la catastrophe croissante de l'Iran moderne, sont si profondes, si irréversibles, et si complètement contraire à tout ce que la République islamique a raconté à sa population depuis 2 ans, que cette histoire doit être racontée depuis le tout début. Commençons par le chiffre qui reconfigure tout le reste. Ce chiffre est 930 milliards, c'est le montant exprimé en dollars américains que des chercheurs parlementaires iraniens ont présenté lors d'une séance officielle en mai 2026 comme estimation totale des dommages économiques subis par l'Iran en raison des effets combinés du conflit militaire, du blocus naval dirigé par les États-Unis et des conséquences intérieures en cascade des deux. 930 milliards de dollars. Dans un pays où tout le produit intérieur brut d'avant-guerre était d'environ 367 milliards de dollars, ce n'est pas un dommage. Ce n'est pas un revers. C'est un chiffre qui décrit l'anéantissement d'une économie 2 fois et demi. Pour comprendre à quel point il est choquant de voir ce chiffre apparaître dans une séance parlementaire, il faut comprendre à quoi ont ressemblé les séances du Parlement iranien pendant les 4 dernières décennies. L'Assemblée législative de la République islamique n'a jamais été un organe de surveillance indépendant. Historiquement, elle a été un théâtre soigneusement encadré de dissidences contrôlées, un lieu où les désaccords sur le rythme d'application des directives du Guide suprême étaient permis, mais où les remises en cause fondamentales de la légitimité ou de la compétence du système ne l'étaient pas. Le fait que des chercheurs parlementaires aient produit ce chiffre et l'aient présenté en séance ouverte signifie que quelqu'un à l'intérieur de l'establishment a décidé que la prétention de gagner était plus dangereuse que la reconnaissance de la défaite. C'est un jugement institutionnel extraordinaire. Cela signifie que les dommages sont devenus si visibles, si physiquement présents dans la vie quotidienne, que continuer à les nier détruirait ce qui reste de crédibilité au Parlement comme institution. Mais le chiffre de 930 milliards n'est pas la seule chose qui a été dite. La phrase qui a envoyé des ondes de choc dans tous les services de renseignement gouvernementaux surveillant les communications internes iraniennes a été prononcée par un parlementaire dont le nom, dans les circonstances, est moins important que le poids institutionnel de la position depuis laquelle il parlait. La déclaration, confirmée par Iran International et recoupée avec des transcriptions de séances ayant fuité dans des réseaux de la diaspora iranienne, était sans ambiguïté. La République islamique n'a pas la capacité financière, militaire ou sociale de poursuivre le conflit actuel. Laissez cette phrase résonner un instant. Ce n'est pas une figure de l'opposition. C'est pas quelqu'un que le régime pourrait balayer comme un agent étranger ou un provocateur séditieux. C'est un membre du Parlement iranien, un organe qui, malgré toutes ses limites, fonctionne à l'intérieur de l'architecture officielle de la République islamique, disant en séance enregistrée que l'État ne peut pas continuer à combattre. Le langage précis utilisé évoquait 3 dimensions d'incapacité qui méritent d'être examinées séparément, parce que chacune révèle une couche différente de la catastrophe. La première dimension est financière.
Les revenus des exportations pétrolières de l'Iran, le principal mécanisme par lequel l'État a financé depuis 80 en tout, des salaires aux subventions jusqu'aux opérations militaires, ont été réduits d'environ 75% depuis l'intensification du blocus naval américain. Le pays exportait environ 1 710 000 barils par jour avant le blocus. Ce chiffre s'est effondré à environ 567 000 barils par jour. L'hémorragie financière est de 500 millions de dollars par jour, chaque jour. Dans un pays où le gouvernement distribue des coupons alimentaires de 7 dollars aux citoyens pour empêcher la famine, dans un pays où le salaire minimum mensuel est de 130 dollars, dans un pays où l'inflation a été confirmée par le Fonds monétaire international à 68,9% pour 2026, avec une contraction économique attendue de 6,1%, et cette estimation a été calculée avant que le blocus n'atteigne sa gravité actuelle. Le rial est tombé à 1 320 000 pour $1 américain. Un simple bloc de fromage coûte 5 dollars dans un pays où des millions de familles n'ont pas les moyens de se le payer. La deuxième dimension est militaire. Et c'est là que l'histoire devient non seulement choquante sur le plan économique, mais terrifiante sur le plan opérationnel. Parce que la dimension militaire de l'incapacité de l'Iran révèle quelque chose qu'aucun responsable, nulle part, ni à Washington, ni à Tel Aviv, ni à Bruxelles, n'a encore pleinement affronté publiquement. Voici un fait sur l'effondrement militaire moderne que la plupart des gens ignorent et que les historiens militaires passent leur carrière à documenter. Les armées échouent rarement parce qu'elles manquent d'armes. Elles échouent parce qu'elles manquent d'argent pour payer les gens qui tiennent ces armes. Le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, est l'épine dorsale paramilitaire de l'État iranien depuis 40 ans. C'est l'organisation qui a construit et dirigé le programme de missiles de l'Iran, sa stratégie d'ambiguïté nucléaire, son réseau de groupes mandataires à travers le Moyen-Orient et son appareil de répression intérieure. Et cette organisation ne paie plus ses soldats de façon fiable depuis des mois. Des avis internes obtenus et vérifiés par Iran International ont confirmé que des membres des unités spéciales de la police iranienne avaient vu leur paiement de salaire perturbé. Non pas une fois, non pas 2 fois, mais 3 fois de suite. La 3e fois, le personnel ne s'est tout simplement pas présenté. Pas aux manifestations, pas au déploiement. Ils sont pas arrivés parce qu'ils ne pouvaient pas rapporter de nourriture à la maison. Et une idéologie qui ne peut pas payer le loyer cesse de fonctionner comme structure d'incitation. Dans une base documentée, environ 350 membres du personnel avaient abandonné leur poste. Dans certaines unités, le taux de désertion aurait approché 90%. Ce ne sont pas des chiffres provenant de services de renseignement étrangers hostiles cherchant à démoraliser les troupes iraniennes. Ce sont des chiffres venus de l'intérieur du système, circulant dans les communications internes des institutions elles-mêmes. Le détail choquant que presque aucun média occidental n'a rapporté est celui-ci. Des membres du CGRI ont été documentés refusant de transporter des soldats blessés de l'armée régulière vers des installations médicales, même lorsque les hôpitaux étaient disponibles et opérationnels. Réfléchissez à ce que cette signature comportementale vous dit sur une institution. Quand des membres d'une organisation refusent d'aider les blessés d'une unité nominalement alliée, cela ne signifie pas qu'ils sont brutaux. Cela signifie que l'organisation a cessé de fonctionner comme un commandement unifié. Elle s'est fragmentée en factions concurrentes, chacune protégeant ses propres ressources, chacune calculant sa propre survie, indépendamment de la mission institutionnelle. C'est pas une force de combat disciplinée, c'est un groupe d'hommes armés qui essaie de comprendre dans quelle direction courir. Des unités de l'armée régulière en déploiement actif auraient opéré sans approvisionnement adéquat en nourriture, en eau et en munitions. Des pilotes de l'armée de l'air auraient refusé des missions de combat après la perte documentée d'appareils. La dimension militaire de l'aveu parlementaire n'est pas de la rhétorique, c'est de l'arithmétique. On ne peut pas mener une guerre avec une armée qui n'a pas été payée, qui déserte à des taux de 90% et dont les blessés sont laissés sur le terrain par leurs propres supposés alliés.
La troisième dimension d'incapacité reconnue lors de la séance parlementaire était celle que le régime cherchait le plus désespérément à étouffer, parce que c'est celle qui menace directement chaque personne ayant un jour détenu le pouvoir dans la République islamique. Le contrat social, l'arrangement implicite entre l'État et sa population, n'a pas été mis sous tension, il n'a pas été testé, il a été déchiqueté, incendié et ses cendres ont été dispersées. Les événements des 8 et 9 janvier 2026 constituent le contexte essentiel ici, et on ne peut pas les mentionner sans regarder directement leur pleine ampleur. Entre 30 000 et 36 500 citoyens iraniens ont été tués par leurs propres forces de sécurité en environ 48 heures. Pas au cours d'un soulèvement réprimé qui aurait duré des semaines, en 48 heures. Les chercheurs d'Amnesty International, qui ont documenté chaque vague de répression iranienne depuis la révolution 2009, 2010 à 9 et 2022. On décrit la répression de janvier comme sans précédent dans toute l'histoire de leur travail sur l'Iran. La protestation a commencé le 28 décembre 2025, déclenchée par l'effondrement économique, précisément par des marchands qui regardaient la monnaie se désintégrer en temps réel dans les bazars de Téhéran. En 5 jours, le soulèvement s'était propagé simultanément aux 30 et une province iranienne. Des bâtiments gouvernementaux ont été pris d'assaut dans l'ouest de l'Iran. Les forces de sécurité ont été chassées de Qom, le cœur clérical, la capitale spirituelle de la théocratie, par des foules scandant des slogans qui auraient été inconcevables une décennie plus tôt. À l'Ordogan, dans la province de Shahramal et Bakhtiari, des quartiers sont devenus des champs de bataille. Le régime a pris sa décision, puis il a exécuté cette décision avec une brutalité qui a modifié de façon permanente le paysage psychologique de la société iranienne. 2 millions de personnes ont perdu leur emploi depuis l'intensification du blocus. La pauvreté urbaine à Téhéran, Mashhad, Ahvaz et Karaj a atteint un stade que des analystes décrivent comme une dissolution complète du contrat social. Pas un élargissement des écarts de revenus, pas une crise du logement, mais un effondrement structurel de tout le système par lequel les gens organisent leur vie, leur famille, leur idée de ce que l'avenir pourrait encore contenir. Et le Parlement, l'institution créée par la République islamique pour donner à ses citoyens l'illusion d'une représentation, s'est levé en séance et a reconnu que la capacité de la population à absorber davantage de souffrance était épuisée. C'est ce que signifiait la déclaration parlementaire. Pas seulement que les finances sont parties, pas seulement que l'armée s'effondre, mais que le peuple, les 85 millions d'êtres humains, dont la réalité quotidienne est définie par les décisions prises à Téhéran, est arrivé au bout de ce qui peut être enduré. Pendant que le Parlement faisait son aveu, quelque chose de presque encore plus surréaliste se déroulait au sommet de la structure du pouvoir iranien. Le guide suprême Mojtaba Khamenei, propulsé à ce poste à la suite du conflit, le commandant du CGRI Ahmad Vahidi et un petit cercle de hauts responsables des gardiens ont construit ce que des sources décrivent comme un cordon de sécurité autour du guide suprême. Ce cordon fonctionne moins comme une équipe de protection que comme une quarantaine politique. La correspondance officielle du gouvernement destinée au guide suprême est interceptée. Le président élu Massoud Pezeshkian, qui a remporté son élection en 2025 précisément sur une plateforme de modération et d'engagement diplomatique, aurait demandé à plusieurs reprises des rencontres urgentes avec Khamenei. Chaque demande est restée sans réponse. Ces tentatives de nommer un nouveau ministre du renseignement, après l'assassinat israélien de son prédécesseur, ont été bloquées. Chaque candidat qu'il a proposé a été rejeté par Vahidi au motif que les conditions de guerre exigent que les postes sensibles demeurent sous le contrôle direct du CGRI. Iran International décrit le gouvernement civil comme étant dans un état de blocage politique complet. C'est une formule diplomatique pour quelque chose de beaucoup plus alarmant. Le gouvernement élu de l'Iran ne peut pas gouverner. L'homme que la constitution iranienne désigne comme guide suprême ne peut pas être joint par les personnes constitutionnellement autorisées à le conseiller. Le Parlement qui représente le peuple iranien fait des aveux officiels de défaite militaire que personne dans la structure de commandement du CGRI n'a autorisé. Ce que vous regardez n'est pas un gouvernement sous pression. Ce que vous regardez, c'est une structure de pouvoir fragmentée en autorités concurrentes qui ne se coordonnent plus, ne se font plus confiance
et ne s'entendent même plus sur la question la plus fondamentale à laquelle tout gouvernement doit répondre. Qu'essayons-nous d'accomplir? Voici le détail qui explique tout le reste, et que presque aucun analyste n'a formulé assez clairement. Le CGRI a pris le contrôle de l'État iranien au moment précis où contrôler l'État iranien est la position la plus dangereuse possible à occuper. Tout le modèle institutionnel du CGRI a été construit autour de la tension permanente. Chaque fois que l'Iran subissait une pression extérieure, chaque ronde de sanctions, chaque crise diplomatique, chaque confrontation militaire, le CGRI élargissait son empreinte économique en écartant les concurrents civils sous la justification de la sécurité nationale. Le CGRI dirige des conglomérats de construction. Il exploite des réseaux de télécommunications. Il a des intérêts dans des installations pétrochimiques et dans le secteur bancaire. Il a bâti un empire en se positionnant comme le garant indispensable de la survie du régime. Ce modèle fonctionne parfaitement quand le régime survit. Mais le CGRI a maintenant pris le contrôle total d'un État qui approche de l'insolvabilité, tout en perdant une guerre, en perdant une armée et en perdant sa population. Le commandement du CGRI possède maintenant chaque conséquence de chaque décision. Quand la dernière artère financière de l'État iranien sera sectionnée, le CGRI tiendra le stylo. Et c'est lui que l'histoire verra lorsque la cause du décès sera écrite. Pire qu'en décembre 2025, l'incitation du CGRI à accélérer l'enrichissement, à atteindre le seuil nucléaire avant que l'effondrement économique ne force une décision, augmente en réalité. Le régime est financièrement en faillite. Il est fragmenté à l'intérieur, bloqué de l'extérieur et contrôlé par une organisation paramilitaire dont la survie institutionnelle dépend du maintien de la menace nucléaire. Il opère sans surveillance civile fonctionnelle, avec un guide suprême impossible à joindre. C'est le scénario cauchemardesque de sécurité nucléaire que chaque groupe de réflexion à Washington et chaque service de renseignement en Europe modélise en théorie depuis 20 ans. Ce n'est plus théorique. Le blocus naval américain des exportations pétrolières iraniennes n'est pas une campagne militaire au sens traditionnel. C'est un exercice de mathématiques appliquées et les calculs arrivent à leurs limites. L'Iran pompait du pétrole brut directement dans des pétroliers ancrés au large, non pas comme navire de livraison, mais comme réservoir flottant, parce que le pays ne peut pas se permettre d'arrêter de produire du pétrole. Les dommages causés à la pression souterraine par une fermeture incorrecte des puits sont catastrophiques et irréversibles, et l'Iran ne peut pas exporter le pétrole qu'il produit. L'imagerie satellite et l'analyse du pupitre énergie de Bloomberg ont calculé que la capacité de stockage combinée de l'Iran, à terre et au large, lui donne quelque part entre 14 et 42 jours de marge. Cette fenêtre se referme quand le stockage flottant sera plein et que les réservoirs à terre atteindront leur capacité. L'Iran n'aura d'autre choix que de fermer les puits. Quand les puits fermeront, le dernier mécanisme financier fonctionnel de l'État iranien s'éteindra. Alors, il restera soit une campagne militaire coûtant des centaines de milliards de dollars, soit un règlement négocié qui laisse intactes les capacités fondamentales de l'Iran. Le blocus ne bombarde pas l'Iran. Il ne donne pas au régime le récit d'attaque extérieure qu'il a historiquement utilisé pour consolider le soutien intérieur dans les moments de crise interne. Ce n'est pas le feu et les explosions. C'est le temps, les mathématiques et la lente pression hydraulique d'un système financier vidé par le bas. Tout récit sur la position de l'Iran dans l'ordre mondial finit par arriver à la Russie et à la Chine, parce que l'hypothèse intégrée à ce récit est que l'Iran possède de puissants alliés qui ne permettront pas à la République islamique de s'effondrer. Cette hypothèse doit être sérieusement révisée. La relation de la Russie avec l'État iranien dominé par le CGRI reposait sur une fondation très précise: les armes, le levier énergétique et les transactions entre institutions opérant hors de la surveillance civile. Le Kremlin ne s'est jamais intéressé à la population civile iranienne ni au développement politique interne de l'Iran. Il s'est intéressé à l'Iran comme source de drones pour l'Ukraine, comme client pour l'équipement militaire russe et comme facteur compliquant dans les calculs stratégiques américains. Un effondrement total de l'État iranien qui créerait un vide de pouvoir sur le flanc sud de la Russie, adjacent au Caucase,
à l'Asie centrale et aux infrastructures énergétiques de la mer Caspienne n'est pas quelque chose que Moscou souhaite. Mais la Russie ne peut pas se permettre de sauver l'Iran. La Russie elle-même subit une forte pression économique en raison de sa propre guerre et de son propre régime de sanctions. Elle peut absorber du pétrole iranien à rabais quand il circule. Elle ne peut pas injecter les centaines de milliards de dollars nécessaires pour stabiliser une économie en effondrement. Le calcul de la Chine est similaire. Pékin recevait du pétrole iranien à des prix fortement réduits, un avantage stratégique crucial. Un Iran effondré ne produit rien pour personne, y compris pour la Chine. Mais l'intérêt de la Chine est dans les chaînes d'approvisionnement stables et dans le maintien de sa position comme partenaire économique indispensable pour quiconque émergera des décombres de l'État iranien actuel. La Chine ne va pas dépenser son capital diplomatique pour sauver une structure de commandement du CGRI qui torpille simultanément les sorties diplomatiques et accélère l'enrichissement nucléaire. Pékin observera, calculera et se positionnera pour être utile à l'arrangement qui suivra. Ni la Russie ni la Chine ne sauveront la République islamique. Ce sont des spectateurs stratégiques qui calculent quel arrangement des décombres servira le mieux leurs intérêts. L'aveu parlementaire de défaite à Téhéran n'a pas été suivi d'une aide d'urgence de Moscou ou de Pékin. Il a été suivi par le silence. Les questions que les analystes sérieux débattent en ce moment ne sont pas de savoir si une autre vague de protestation viendra. Les conditions d'un soulèvement massif en Iran sont objectivement pires aujourd'hui qu'elles ne l'étaient en décembre 2025, lorsque le plus grand défi intérieur à la République islamique depuis la révolution elle-même a éclaté simultanément dans les 31 provinces. Les questions sont: quelle forme prendra la prochaine éruption? Et l'appareil de sécurité, qui a massacré 30 000 personnes en 48 heures, conserve-t-il la capacité financière, organisationnelle et motivationnelle de la réprimer? Encore une fois, chaque indicateur pointe dans une seule direction: des retards de salaire touchant le 3e cycle de paiement consécutif dans les unités spéciales de la police. Des taux de désertion approchant 90% dans certaines unités. Des pilotes de l'armée de l'air refusant des missions. L'armée régulière à court de nourriture et d'eau. Le chômage. Le CGRI refusant d'aider les blessés d'unités alliées. Un président élu incapable d'obtenir une rencontre avec le guide suprême. Un Parlement qui a officiellement reconnu la défaite militaire et l'anéantissement économique. L'appareil de sécurité qui existe aujourd'hui n'est pas l'appareil de sécurité de janvier 2026. Il a été épuisé par des mois de salaire impayés, par la désertion, par le poids psychologique, d'avoir participé au meurtre de dizaines de milliers de concitoyens, par la connaissance viscérale et immédiate pour quiconque la vit, que le système qu'on leur demande de défendre ne peut pas fournir les choses fondamentales qui rendent le service digne de son coût. Une institution qui tue 30 000 personnes pour acheter une saison de survie de plus n'a pas démontré sa force. Elle a démontré que le consentement et la légitimité ont disparu et que le seul mécanisme de contrôle qui reste est la volonté d'hommes armés de tirer sur des foules. Quand ces hommes cessent de se présenter au travail, le mécanisme échoue. L'aveu parlementaire n'est pas seulement une déclaration politique. C'est un signal qui traverse tous les niveaux de la société iranienne, indiquant que les gens qui ont construit et maintenu le système ont conclu qu'il ne peut pas continuer. Ce signal ne se dissipe pas. Il s'accumule, il atteint le soldat qui n'a pas été payé depuis 3 mois, il atteint le fonctionnaire qui calcule si son poste vaut encore le coup moral, il atteint le commandant du CGRI qui se demande si la loyauté envers l'institution sert sa survie ou si la survie exige maintenant de prendre ses distances avec l'institution. Il existe un terme en génie des structures appelé effondrement progressif. Il décrit ce qui se produit lorsqu'un élément porteur cède, transfère sa charge aux éléments adjacents qui cèdent ensuite à leur tour. Chaque rupture accélère la suivante jusqu'à ce que toute la structure s'écroule. Non pas à cause d'un seul coup catastrophique, mais à cause de l'échec cumulatif de composants qui fonctionnaient déjà au-delà de leur capacité de conception. L'économie iranienne cède, transférant sa charge au système financier. Le système financier cède, transférant la charge à l'appareil de sécurité. L'appareil de sécurité se fracture, transférant la charge au CGRI.
Le CGRI a saisi le pouvoir total au moment où il est le moins capable de l'exercer. Parce que détenir le pouvoir, quand le trésor est vide, signifie porter seul chaque conséquence politique et sociale de la faillite, sans gouvernement civil pour absorber le blâme ou négocier des sorties. Le guide suprême ne peut pas être joint, le président élu ne peut pas gouverner, le Parlement a reconnu la défaite, les soldats n'ont pas été payés, le régime qui a massacré 30 000 de ses propres citoyens en 48 heures pour acheter une saison de survie de plus, a découvert que les saisons ont un prix et que le prix de la prochaine saison est un prix qu'il ne peut plus se permettre de nommer. L'histoire a déjà vu cela. L'Union soviétique ne s'est pas effondrée parce que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, l'a vaincue militairement. Elle s'est effondrée parce que les mécanismes financiers qui maintenaient la structure de loyauté de sa classe dirigeante ont failli. Et le jour où les responsables ont calculé que le système ne pouvait plus livrer ce qu'il leur avait promis, l'engagement institutionnel envers le système s'est évaporé du jour au lendemain. Le régime de Kadhafi, le régime d'Assad, le régime de Ceausescu. Dans chaque cas, la structure qui paraissait monolithique de l'extérieur était en réalité une coalition d'intérêts maintenus ensemble par des flux d'argent. Quand les flux se sont arrêtés, la coalition s'est dissoute. Le Parlement iranien a maintenant dit en séance enregistrée que les flux se sont arrêtés, que la guerre est perdue, que la capacité de continuer n'existe pas. Que vient-il ensuite ? Que ce soit une capitulation négociée, un coup interne par la faction pragmatique du CGRI, un effondrement total de l'État ou une escalade nucléaire désespérée par des commandants qui ont épuisé toutes les autres options, cela déterminera non seulement l'avenir de l'Iran, mais l'avenir de tout le Moyen-Orient. 85 millions de personnes vivent en ce moment à l'intérieur de cette incertitude. Les réservoirs de pétrole se remplissent, les soldats rentrent chez eux, le Parlement a parlé,